Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo un peu spéciale qui va englober seulement la redingote, le gris. Alors, ça c'est je sais plus, je crois que c'est la troisième ou quatrième vidéo, je sais plus. Ce que je me rappelle, c'est que au fur et à mesure des vidéos précédentes, chaque fois je passais un jus, enfin une peinture diluée. Donc on voit que par endroits c'est pas du tout travaillé, enfin c'est vraiment pas du tout travaillé, c'est juste une manière de voir en fait la bonne valeur tonale. Et si on regarde la photo de référence, alors j'espère qu'elle brille pas, voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin en termes de valeur tonale, c'est vraiment quasiment la même. Après, la teinte de gris en elle-même, ben, c'est au goût et au plaisir de chacun. Donc, un gris, le plus simple possible, c'est du noir et du blanc. Sauf que vous savez, avec mon parcours, je n'ai absolument pas du tout envie de faire du noir et du blanc et du gris simple. Pourquoi? Parce que je veux profiter de tout ce que j'ai appris, qui est en fait tous ces gris colorés que l'on peut obtenir par mélange de couleurs, par complémentarité des trois primaires en fait. Le premier, donc en fait, pour faire du gris, je vais inventer un noir avec deux couleurs et rajouter tout simplement du blanc. Donc pour commencer, je vais avoir besoin de blanc. Alors pour cette expérience, parce que pour moi c'est une expérience, ce que je suis en train de vouloir faire là, je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre, mais j'ai à peu près une idée, une petite ligne directrice, mais je sais que je vais utiliser beaucoup le blanc de zinc parce que il couvre pas tant que ça, et du coup il va laisser le pouvoir au noir grisonnant, alors que si je mets du blanc de titane, je risque d'aller trop vite dans le trop clair. Mais je vais quand même en mettre sur ma palette parce que on ne sait jamais, je peux en avoir besoin. Si je fais tomber mon blanc de zinc, si mon blanc de zinc, je vois que je galère trop à monter les éclaircies, je basculerai sur le blanc titane ou un mélange des deux, enfin voilà. Donc je vais quand même prendre un maximum de blanc de zinc, enfin un maximum, plus de blanc de zinc que de blanc de titane. Déjà parce qu'il couvre moins et que le blanc de titane couvre un peu plus, donc je n'ai pas besoin de tant que ça. Voilà. Ensuite, si vous avez regardé les vidéos comment on obtient du noir avec deux couleurs, vous avez peut-être vu que en mélangeant, souvent je mélange du bleu outre-mer avec de la terre d'ombre brûlée ou de la terre de sienne brûlée. Cette fois-ci je vais prendre du rouge transparent oxyde qui est un variant plus coloré de la terre de sienne brûlée. Pourquoi? Parce qu'il est rouge orangé, et avec le bleu, en fait le bleu est un primaire et l'orange c'est un mélange de jaune et de rouge, donc des deux primaires, la complémentaire. Donc là, en mélangeant ces trois, on va se retrouver vers le plus sombre, le noir possible. Donc ces deux couleurs, alors s'il veut bien s'ouvrir, voilà, ça fait un moment que je ne l'ai pas ouvert. Donc un bleu d'outre-mer foncé. Alors pour une fois sur la palette, je ne mets pas les couleurs du jaune au plus clair foncé, parce que je veux garder, vu que je ne vais faire que le gris aujourd'hui, normalement, je devrais faire que le gris, je voudrais mettre les deux couleurs qui vont aller ensemble pour faire le noir, ou du moins le gris avec le blanc, je veux les mettre côte à côte. Donc là, je suis obligé de... Mon tube sèche vite parce que il ferme mal. Donc, soyez attentifs à bien faire refermer vos tubes. Le mien il ferme pas, du coup il sèche. Ceci est une des variantes pour faire du noir. Or, lorsqu'on revient sur la figurine, à part le blanc et le rose du visage, nous avons du vert et du rouge. Le rose, on va dire que c'est un rouge pâle. Donc on a majoritairement du vert et du rouge. Le blanc, on ne va pas le compter. Bon, on a du jaune un peu, mais surtout vert rouge. Et vert rouge, ça serait sympa d'avoir, là j'ai que du bleu et du orange, ça serait sympa de faire un mélange de vert et de rouge pour faire un gris foncé.
Donc je vais utiliser... pourquoi? Parce qu'en fait, il y aura des nuances de vert rouge dans mon gris qui vont pas se voir, mais que l'œil va percevoir d'une autre façon et ça va harmoniser et rendre très joli l'ensemble. Enfin, j'espère. Donc en vert, j'ai choisi ce vert le plus foncé que j'ai, le vert de Prusse, et le lac de Lizarine Cramoisi. Donc ça, c'est vraiment un rouge très foncé. Ça, c'est un vert très foncé, mais on peut prendre n'importe quel autre vert, hein, du moment que c'est un vert foncé, vert de cinabre, etc. Bon, là, il coule, donc je fais couler l'huile. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et bon, voilà, ça a coulé. Donc j'ai mis un peu sur mon tissu. On le voit, hein, qu'il y a de l'huile qui a coulé. Et même sur mon tissu, ça a coulé. Donc je vais prendre un tissu. Voilà. Je remets mon cache. Alors, est-ce que le rouge va me faire pareil? Non, ça va. Ça va. Et en dernier, parce qu'il existe 3 façons de faire le noir avec les primaires et les complémentaires. Donc ça, c'est une primaire avec sa complémentaire. Ça, c'est une primaire rouge avec sa complémentaire bleu et jaune, donc vert. Et mon troisième mélange, ça va être, j'ai le bleu, le rouge, et maintenant il me faut le jaune. Et le jaune, la complémentaire, c'est le violet. Et le violet, c'est tout simplement un mélange de bleu et de rouge. Donc là, je prends un cadmium moyen, donc il est jaune moyen. Alors c'est pareil, ça coule un peu. Voilà. Et un violet de Managnèse, parce que j'ai que celui-là. Ouais, il va être joli. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que si je mélange ce bleu et ce rouge, je n'aurai pas ce violet-là. Si je mélange ce bleu et jaune, j'aurai pas ce vert. Et si je mélange ce rouge et ce jaune, j'aurai pas cet orange-là. Donc c'est là où c'est intéressant parce que ça va me faire 3 sortes de noirs totalement différents. Je vais mon liquin qui va me permettre de pouvoir faire sécher la peinture plus rapidement et puis qui donne une texture et une onctuosité que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai commencé à prendre l'habitude sur mes toiles aussi d'utiliser ça. J'utilise d'autres médiums sur les toiles, je teste d'autres trucs, mais qui n'apporteront rien ici, quoique, parce que là je suis en train de peindre, alors je fais une aparté, je peins avec un médium qui est un médium vénitien, ça se trouve, je crois que c'est le Frambourgeois qui fait ça, et je le dilue fortement à l'essence de térébenthine, et en fait ça matifie énormément la peinture, et ma peinture est sèche au bout de 2 heures. Sur ma toile, ce qui me fait gagner énormément de temps. Donc peut-être que je vais l'utiliser pour la figurine, dans une prochaine figurine, et voir ce que ça fait. Je pense même que c'est une bonne idée, voilà, je viens d'y penser maintenant, et je pense que je le ferai. Bon voilà, petit aparté terminé. Pour l'instant, on reste avec ça. Donc je vais faire mon premier mélange bleu et marron, qui va être du noir. Voilà. Et bien sûr, je touche la caméra. Ok. Vous remarquerez que je le mélange, mais pas trop bien. Je ne mélange pas pendant 30 secondes ou 1 minute, je mélange rapidement, parce que je veux qu'il y ait des variations, où de temps en temps il y a un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, même si ça ne se voit pas. Quand je vais l'appliquer, ça peut aider, parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté irrégulier et un peu aléatoire de la chose. Quand c'est trop maîtrisé, il n'y a plus de surprise en fait. Donc j'aime bien ce côté surprenant. C'est pour ça que je ne mélange pas bien totalement. Alors là, ça va faire une couleur sombre, mais pas trop noir. Quoique si. Je sais pas si comment vous le voyez vous la caméra, mais il fait noir.
Et le dernier, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner. À mon avis, ça va pas faire un noir, mais c'est pas bien grave parce que j'ai mis trop de jaune. C'est pas bien grave parce qu'on veut un gris. Donc ça va nous faire un gris, mais ouais, ça me fait même plutôt un marron. Donc c'est pas un super choix. Alors quand j'ai un truc comme ça, qui est pas génial, soit je rajoute du violet parce que je vois que le jaune est trop comment dire ça, il couvre trop, donc il a pris trop le devant alors que normalement ça devrait être 50-50, mais là on voit bien que le 50-50 ça va pas fonctionner. Et quand je mets du violet, mais on reste dans le marron, donc on n'est pas du tout dans le noir. On n'est pas du tout dans le noir, donc il va peut-être pas nous servir beaucoup celui-là, sauf si je rajoute un peu de rouge, un peu de bleu, un peu d'orange et un peu de vert. Je vais faire un gros mélange de tout et n'importe quoi, et ça va me faire, voilà, une couleur plus sombre déjà. Bon, vous voyez, j'aurais pu couper ça à la vidéo, mais j'ai pas envie, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer tout, vous montrer les erreurs, etc. Et que peu importe le niveau qu'on a, on fait des erreurs, c'est pas bien grave. J'ai même réfléchi à un moment donné, donc là je vais l'ombrer un peu plus, on va voir ce que ça fait. J'avais même pensé à un moment donné, qu'est-ce que je fais si en plein milieu d'une séance de peinture, je me sens fatigué, et je suis obligé d'arrêter alors que c'est de l'huile, et je me dis, ben ouais, ben je m'arrête. Et je vous le dis, et puis parce que ça peut vous arriver à vous aussi. En fait, vous vous mettez devant l'atelier, vous êtes content, et puis au bout d'une demi-heure, une heure, vous avez un coup de barre, et vous êtes en plein milieu de séance de peinture. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tout tomber? Mais si ça, je vous le montre pas, si je coupe ce genre de situation qui en fait arrive à tout le monde, eh ben, en fait vous savez pas comment j'allais dire les grands, comment les peintres qui ont l'habitude, comment ils gèrent ça. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on vous montre jamais. Donc moi j'avais envie de le montrer, au cas où ça m'arrive, je le ferai. Comme ici, voilà. J'ai donc finalement mon mélange qui théoriquement aurait dû faire un noir, ben, ne l'a pas fait. J'ai rajouté un peu de ça pour me rapprocher d'une valeur sombre. Mais peu importe, parce qu'on est quand même dans la volonté de faire un gris. Donc voilà, je mets du blanc de zinc dans mon premier mélange. Voilà, pour avoir un gris très sombre. Ouais, ça fait un gris relativement neutre. Après, je vais en prendre un peu pour ici. Là, j'ai un gris totalement différent. Et là, forcément, je vais avoir un autre gris encore plus différent. Je vais peut-être trop pris de blanc. Ouais, ah, et le violet, il sort quand même là-dessus. C'est très joli. Donc c'est bien parce que ça va, comme c'est légèrement violacé, ça va contraster avec, ça va apporter la complémentaire avec les épaulettes dorées. Là, j'ai du rouge verdâtre et là, j'ai du bleu, gris-bleu. Donc ça peut être très très intéressant. Je mets mes lunettes et on va attaquer. Alors, comment je vais attaquer ça? Dans l'idéal, ça serait que je fasse des jus, enfin des jus, de la peinture relativement diluée, d'un peu des trois, mélangés comme ça n'importe comment. Alors il va falloir faire attention aux gants, de pas passer par le gant. Donc allez, on va commencer avec... Je trempe mon pinceau et allez, on va commencer avec celui-ci. Je vais peut-être prendre un peu plus de noir sans trop de blanc, parce que je trouve que c'est déjà trop clair à la base. Voilà. C'est celui qui est le plus noir. Donc on va l'utiliser pour l'ensemble. Alors, on va l'utiliser pour l'ensemble des ombres en fait.
Il y en a un parmi vous avec qui j'ai discuté récemment qui m'a dit que ça a l'air facile lorsqu'on me voit faire, là comme là je passe le pinceau relativement facilement, mais qu'après vous en pratique, ben, c'est pas ça du tout quoi. Alors, comment expliquer ça? Alors bien sûr il y a l'expérience, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que d'entrée, dès que j'ai commencé la peinture, on va dire peut-être pas la première année je tâtonnais, etc. Mais que, ouais, c'est quasiment, quasiment la première année, puisque je suis monté en master au bout d'un an, donc j'ai dû le faire rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au culot. Il faut être culotté quand on peint. Culotté, ça veut dire y aller. Y aller et vous vous tromperez. Des fois, je me trompais, j'allais trop vite et puis boah, je passais juste à côté, etc. Et à force, il se passe quelque chose. Vous commencez à le maîtriser. Mais si vous n'osez pas et que vous y allez vraiment en tâtonnant parce que vous avez peur, en fait, vous n'allez pas avancer et prendre de l'assurance. Là, l'assurance, elle vient parce que vous y allez au culot. Alors, certes, l'expérience y joue, mais croyez-moi que tant que vous n'irez pas au culot, eh ben, vous retardez ce moment magique où on a l'impression que vous maîtrisez la chose. En fait, je maîtrise pas du tout, mais je donne l'impression. C'est juste que j'ai confiance à mon culottage. Alors, donc du coup, là, en faisant cette couche très diluée, je baisse la valeur tonale. Elle est beaucoup plus sombre que tout à l'heure. Mais c'est voulu. C'est voulu, pourquoi? Parce qu'après, je vais travailler qu'avec les éclaircies et le blanc. Donc, après, on va remonter les valeurs, mais du coup, il y aura des valeurs qui vont rester sombres dans les ombres, dans les creux. Et c'est ce que ça va me permettre, en fait, de ne pas avoir besoin de travailler les ombres. Ça va me permettre de rester juste sur travailler les éclaircies. Et puis j'ai pris un gros pinceau, quoi. J'y vais au culot, j'y vais carrément. Comme ça me permet à un passage de prendre tout le col, plutôt que d'avoir un petit pinceau et d'y aller doucement. Et hop, voilà, il y a un poil. Ça aussi, c'est autant sur il y a un poil, autant sur une toile, c'est pas bien grave. Autant là, voilà, j'ai le poil, il va falloir que je l'enlève. Pas enlever. Il reste. Voilà. Non, j'ai toujours pas enlevé. Autant sur une figurine, c'est un peu pénible. Bon, il reste. C'est pas grave. Il est dans le dos et il se voit pas trop. Donc ça va. Allez. Ouais, j'appuie là et du coup ça rentre bien dans les creux et ça prend tout quasi d'un coup. Après il faut faire gaffe de ne pas toucher les zones environnantes, mais encore une fois c'est pas grave puisque pour mon cas en tout cas, toute la figurine est sèche. Donc si je touche quelque chose d'à côté, je peux l'enlever aisément avec du white spirit ou de l'essence de pétrole. Je peux aisément venir nettoyer la partie que j'aurais salie avec ma peinture. Donc ce n'est pas bien grave. Donc sur cette vidéo on va voir juste la redingote. J'espère pouvoir en fait la terminer aussi. Normalement je ne devrais pas avoir de soucis. Et donc on verra pas le socle. Comme j'avais dit la dernière fois, je finirai par le décor et les bottes. Je le ferai en vidéo bonus
le mois prochain, en plus de la vidéo qui va venir. Alors, je saute du coq à l'âne. Dans le... Comment ça s'appelle? Dans l'apéro pen live, j'ai dit que je ne savais pas encore ce que j'allais faire comme figurine et que j'allais vous le proposer de vous proposer un sondage. Et puis en fait non, j'ai une idée, et j'ai une super idée, et peut-être que ça sera juste le mois prochain. Voilà, c'est pas une figurine que je sais pas encore, je pense pas que je vais la terminer, mais c'est juste que j'ai une super idée. Et voilà, vous aurez la surprise la semaine prochaine, le mois prochain je veux dire. Ça va être ça va énormément vous aider en fait. Le choix de la figurine va vous aider pour vos... parce que vous êtes souvent confronté à cette chose-là, et je vous en fais la surprise. Je vous en parlerai lors du prochain apéro pen live si quelqu'un me pose la question. Sinon, vous aurez la surprise le mois prochain. Et je trouve que c'est une bonne idée pour vous, parce que ça va vous faire gagner du temps et une compréhension différente encore de la peinture à l'huile. Et peut-être que j'utiliserai le médium vénitien avec la térébenthine. Je me préparerai un petit flacon et on va voir ce que ça donne. À mon avis, ça devrait être bon. Alors, ça se verra pas sur le moment à la vidéo parce que la peinture fraîche, elle brille. Mais une heure ou deux après, peut-être même pendant la vidéo, on va de suite voir les parties qui vont commencer à matifier. Sur mes toiles, c'est impressionnant. Alors, bien sûr, moi je veux pas que la peinture elle matifie sur les toiles, je veux que ça reste brillant, donc forcément je vais vernir derrière. Mais le fait que ça sèche aussi vite, voire plus vite qu'avec le liquin met à peu près plusieurs heures, voire un jour ou deux à sécher. Sur les toiles, là, en 2 heures, c'est sec. C'est impressionnant, quoi. C'est un peintre impressionniste qui m'a donné le tuyau, qui peint comme ça, et du coup, j'ai voulu essayer. Alors, souvent, je dis les recettes, je le laisse aux autres, mais il y a des moments où vous avez l'impression que il faut essayer, puis il faut pas insister sur un truc qui vous semble pas vous allez, mais c'est bien d'essayer, on sait jamais, c'est bien d'essayer des trucs. Alors, je prends un pinceau sec, et comme à mon habitude, je viens tapoter, en fait, je viens enlever l'excédent, et surtout enlever cette brillance, et puis c'est aussi enlever beaucoup de peinture, même si elle est diluée, il y en a beaucoup trop. Après, dans la prochaine vidéo bonus, je retoucherai les parties blanches des gants et de certaines zones. Là je tire parce que je vois le poil et j'essaie de l'enlever. J'arrive pas à partir. Hein. Petit coquin. Non, il est toujours là. Eh bien, tant pis. Il faut quand même que je l'enlève parce que c'est vraiment pas joli. Mais il veut pas. Et il ne veut pas. Bon, tant pis. Il ne veut pas le coquin. Alors, sur la vidéo débutant, pas de ce mois-ci, mais du mois d'avant, à la partie à l'huile, j'avais peint un personnage romain, là,
enfin j'avais juste fait la démonstration dessus. Et la tauge blanche, ben, j'avais commencé à mettre du blanc et m'éclater avec toutes les, comment on appelle ça, avec toutes les plis, avec tous les plis qu'il y avait, etc. Et en fait ça va être la même chose ici. Je vais exactement faire pareil, sauf que au lieu de le faire avec du blanc, je vais le faire avec du gris. Voilà, allez. Bon, ça brille. Donc je reprends mon pinceau plat et je vais me prendre un peu de blanc. Et on va commencer avec celui-là de mélange et on va mettre un peu de liquide. Juste un petit peu, c'est une manière de rendre plus fluide le truc sans mettre de diluant. Et je vois le pinceau, je vois le poil, je veux dire. Je vois le poil, il est là maintenant. Il est descendu jusque là. Bon, je n'arrive pas à l'enlever. Et maintenant, je vais faire des gros gestes comme ça. Et je viens déposer de la peinture. Alors, il faut faire attention de à peine caresser pour que ça se dépose, mais sans vraiment trop appuyer. Il faut quand même on continue à voir l'effet de l'autre peinture dessous. L'avantage qu'il y a, c'est que lorsqu'on aura des zones trop franches de marquées, ben on va pouvoir venir les fondre, alors qu'en acrylique on ne peut pas le faire, quoi. Donc c'est vraiment plaisant. Et là ça donne un côté doux et soyeux. Et ce qui nous permet en fait de ne pas être obligé d'aller toucher toute la figurine. On peut laisser des parties, celles qui sont dans l'ombre, on peut les laisser tranquille. Allez, là je vais changer, je vais prendre un peu de celui-là, qui est un peu plus violacé. Et je fais vraiment un peu aléatoire, en touchant un petit peu toute la figurine. Voilà, comme ça j'ai vraiment un gris intéressant un peu partout. C'est important de ne pas trop mettre de blanc parce qu'on ne veut pas que ce soit trop clair, sinon on va se retrouver à devoir ombrer. Alors que là, on laisse déjà les parties dans les ombres, elles sont déjà assez... on n'a qu'à s'occuper des éclaircies. Alors ce noir là, je m'en occupe plus parce qu'il est partout déjà. Donc je vais plutôt jongler avec ces deux-là. Là, ça fait plein de plis, mais je vais toucher, voilà, légèrement pour donner du relief, même si c'est une partie qu'on ne voit pas. Alors, je vais favoriser la partie rouge-vert vers le haut, parce qu'il y a justement tout l'uniforme qui est vert et rouge. Donc, on va venir faire jouer les complémentaires à côté. Alors si j'appuie plusieurs fois, c'est parce que ça permet de fondre en même temps, pour pas que ça fasse trop de marques, etc.
toujours pareil. Ah, j'ai oublié là. Là, j'ai oublié de peindre l'intérieur avec le pinceau, ici, là. J'allais dire... Je me concentre parce que c'est délicat, non? Ok, c'est fait. On prend le temps de faire quelque chose qui soit soyeux en fait. Alors, comme ça brille, eh bien, on voit pas bien, mais c'est là. La peinture est là. Okay. Alors maintenant, je n'utilise plus du tout de diluant. Je vais juste, celui-là je vais le fermer parce qu'on n'a pas besoin. On va juste garder celui-là pour nettoyer. Mais maintenant, je vais continuer à monter avec du blanc. Ouais, un petit peu différent. J'essaie de trouver des teintes légèrement différentes et je mets du liquin. Et on recommence. Alors si vous n'avez pas un pinceau comme ça, il faudra le faire avec des pinceaux ronds. Disons que là ça me permet d'aller plus vite en fait. Et ça c'est un pinceau Prince Auguste numéro 6. C'est pour faire des brosssages à sec sûrement pour des véhicules ou j'en sais rien. Je sais même plus d'où est-ce que je l'ai ce... Pour l'instant, je ne regarde pas pli avec pli, je fais dans l'ensemble parce que c'est le gros pinceau, donc je prends un peu aléatoirement un petit peu partout, et c'est après quand je viendrai avec mon petit pinceau venir m'occuper détail par détail. Pour l'instant, je fais un petit peu au bonheur, petit bonheur la chance. Alors oui, dans votre peinture, soyez culotté, ce que je voulais dire, c'est allez-y quoi, allez-y. Vous serez surpris, parfois, mais surtout agréablement surpris. Parce que des fois on fait des choses aléatoires en fait, et ça fonctionne. Et ça, on peut être vraiment agréablement surpris. Et puis le but c'est de se faire plaisir. Puis ça ne peut que fonctionner en fait, parce que on sait qu'on fait du... on veut faire du gris, donc là l'avantage qu'il y a c'est que c'est un gris qui est coloré, donc il va être très beau à voir. Et puis on veut pas qu'il y ait trop de contraste non plus, parce que il faut que le sujet principal que l'on voit, c'est celui qui attire l'œil, c'est et le visage et le devant. Donc bon, là ça brille, donc on va avoir du mal à voir, mais l'idéal c'est de pas trop en faire sur la redingote. Et ça c'est quelque chose de très difficile quand on débute à assimiler en fait. Parce qu'on a l'impression que si on fait pas tout super bien détaillé, bien contrasté, etc., on a l'impression qu'on n'est pas bon peintre, et on a l'impression que les gens vont critiquer, ah oui, t'as pas assez contrasté là, t'as pas assez ficelé, ceci, cela. Mais en fait, la figurine dans son ensemble, ça s'y prête justement de ne pas trop en faire par endroit et de plus en faire dans d'autres. C'est que c'est un tout. Or, si vous pensez comme je viens de le dire, c'est-à-dire en termes de débutant, il faut vraiment que je contraste, sinon les autres ils vont voir que je n'ai pas bien contrasté là, etc. Vous pensez en termes de séparer les choses. C'est-à-dire, oui, le manteau n'est pas assez contrasté, peut-être, mais il s'y prête de ne pas être contrasté. Mais normalement, si vous le faites bien, c'est-à-dire
si normalement vous ne contrastez pas trop par endroit parce que vous savez que ça met en valeur l'autre, etc. Vous allez voir qu'on ne va pas vous dire que c'est pas assez contrasté. Parce que ça va mettre en valeur le reste. Et c'est là où ça devient super intéressant en fait. Allez, maintenant je vais m'attaquer avec le petit pinceau. Je vais peut-être plus mettre de lichen parce que je pense qu'il y en a déjà assez. Et là, je vais rentrer dans ma fameuse technique de tapotage. C'est délicat parce que je ne vois rien. Alors ce que je fais, c'est que je dépose la peinture en haut du col. Ouais. Et puis après, j'essuie un peu le pinceau et puis je dégrade vers le bas pour qu'il y ait un effet de dégradé. Donc je commence à regarder. Là, j'ai un pli, donc je viens déposer la peinture en haut. Et au fur et à mesure que je descends, j'appuie de moins en moins. Ou j'essuie le pinceau si je vois qu'il y a trop de peinture. Là, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'est pas la peine que j'essuie. Mais si j'avais trop de peinture, eh ben, j'aurais essuyé. Alors, suivant l'angle, je vois qu'il y a des endroits où j'ai pas bien... il faut faire attention au poil. J'ai pas bien fondu, donc je viens le faire à sec là. Enfin, sans peinture, voilà. Il y a des fois des endroits où je vois tout d'un coup, suivant l'angle. Donc les arêtes, c'est bien de les mettre en valeur aussi. Malheureusement, alors moi en angle je vois pas grand chose, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Le rendu, ben on le verra quand ça sera sec, malheureusement. Mais bon voilà, il faut être patient et y aller progressivement. Même si on voit rien. Je vous avoue que je ne vois absolument rien. C'est ce qui me fait souvent préférer l'acrylique à l'huile parce que j'ai du mal à voir ce que je fais. Par contre, le rendu de l'huile et sa texture est très plaisant. Alors c'est délicat, du coup je peins avec les deux, comme dans Petite causerie où je dis que finalement je peins avec les deux. Parce que j'aime beaucoup l'effet texture de l'huile. La l'onctuosité en fait. Bon, ce qui est avantageux avec le blanc de zinc, c'est que je peux pas faire l'erreur de 3 mètres parce que ça couvre pas. Donc ça va bien se fondre dans la couche de dessous. Et ça c'est super. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment. Alors que le blanc de titane, ben, ça va de suite trop éclaircir et on n'aura pas cet effet grisonnant. Rien ne nous empêche après de revenir, une fois que tout est sec, de recommencer et d'apporter un peu plus d'éclaircie par-ci par-là. Ça c'est bien faisable. Alors
Et oui, il y a la possibilité de fondre à sec. C'est-à-dire qu'on pose une peinture sur de la peinture sèche et on l'étire en tapotant. Et en fait, c'est un fondu à sec, mais ça se voit pas, ça fait comme un fondu presque dans le frais. Sauf que là, c'est sur du sec. Alors c'est un peu plus délicat, mais c'est faisable. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui avait l'air surpris que c'était possible de faire ça. Il pensait qu'on pouvait faire que du fondu dans le frais. Bon, je parle pas tout le temps, même si je parle tout le temps. Vous voyez, je prends pas pli par pli, je prends le bras là, l'avant-bras, comme un cylindre. Donc du coup, je fais un dégradé général du cylindre. Je m'occupe pas des petits plis pour l'instant. Les petits plis, ben, je viendrai les mettre en valeur avec du blanc pur par-dessus tout à l'heure ou avec un gris très clair une fois que tout est sec, je ne sais pas encore. L'idée c'est de faire un ensemble général d'éclaircies et d'ombre. Je ne m'occupe pas d'abord du tout des détails. Mais c'est comme d'habitude. Si je fais d'entrée tous les petits plis, je vais avoir trop les ombres marquées sur tous les plis, trop pareil, et ça ne va pas donner. Ça va vraiment pas rendre réel, le rendu sera pas réel du tout. Moi j'essaie de me concentrer un peu. Bon, après cette vidéo, pour ceux qui sont à l'acrylique, je vais attaquer et finir le chercheur d'or de notre ami Charles Bonneau, qui attend avec impatience. Il me le dit pas, mais il attend avec impatience la fin de la peinture. J'ai pris beaucoup de retard ce mois-ci. Enfin, le mois dernier, je veux dire. Et ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Et je peux repeindre. Pourquoi j'aime bien tapoter comme ça? Parce que si je fais tout un trait, il va falloir que je fasse attention au fondu de chaque côté. Là, en tapotant, ça donne une irrégularité, mais c'est tellement proche en valeur que ça se voit pas. Et je trouve ça beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli de le faire comme ça. C'est ce qui me plaît. Mais après, si c'est quelque chose qui vous plaît pas et que vous préférez faire autrement, n'hésitez pas. Hein. Je ne détiens pas la vérité, mais je détiens ma vérité, celle qui me va le mieux
enfin aujourd'hui, peut-être que demain ça changera, puisque je ne fais que changer mes méthodes. C'est pas que je fais que changer, c'est que j'aime bien expérimenter en fait. J'aime bien m'entraîner, me surprendre, faire des trucs. J'ai jamais réussi à comprendre, et j'admire ceux qui arrivent à peindre de la même façon depuis 20 ans. Je peux pas vous dire si dans 6 mois je peindrai pareil. Ne serait-ce que pour les toiles et les tableaux. Ça fait que 2 ans et demi que je peins des toiles et je vois déjà en 2 ans et demi toutes les étapes différentes et les processus différents que j'ai mis en pratique et évolué. Alors je vous dis pas pour la figurine, en passant par des techniques plein de techniques différentes, et finalement ça se mélange et je me retrouve avec des trucs qui me plaisent, d'autres trucs qui me plaisent moins. Mais c'est super agréable de tenter des techniques. C'est comme quand j'ai introduit le lichen sur une des vidéos, c'est sur le visage d'Obi-Wan Kenobi. C'était la première fois que j'utilisais du lichen pour la figurine. La prochaine fois ou une prochaine fois, je vais utiliser le médium vénitien. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, mais on va l'expérimenter ensemble en fait. Donc, c'est un tube, ça se présente en tube comme un tube de peinture. Je crois que ça vaut 15 €. Et bon, moi j'ai déjà utilisé, j'ai fait dans un bol, dans un bocal, mon mélange. J'en ai utilisé la moitié, mais je l'ai encore dans mon bocal. J'ai pas utilisé la moitié sur les toiles. Donc j'en ai encore pour un moment. Mais vous en aurez vraiment pour longtemps. Mais avant d'acheter quoi que ce soit, n'allez pas vous jeter à l'acheter. Attendez que je fasse la vidéo, que je teste et je vous donnerai mon retour, et si je vois que vraiment ça apporte quelque chose, je vous dirai tentez l'expérience. L'avantage qu'il y a, c'est que d'après ce que j'ai compris et que je suis en train d'expérimenter donc sur les toiles, c'est que on peut peindre, comme ça accroche rapidement, on peut peindre par-dessus sans que ça se mélange trop. Là par exemple, quand je mets ma couleur, ça se mélange trop avec ce qu'il y a dessous, parce que c'est pas c'est l'huile en fait. Mais là avec le médium vénitien, ça se met par-dessus et ça se mélange pas trop, sauf si vraiment on appuie fort et qu'on le fait rentrer. Donc ça je l'ai remarqué sur mes toiles et ça peut être intéressant en fait. Ça peut être vraiment très intéressant cette approche. Alors je sais que pour l'instant il n'y a aucun figuriniste qui l'a testé sur... enfin à ma connaissance il n'y a aucun figuriniste qui l'a testé sur figurine. Parce que il y a la légende, le fait que la majorité disent que l'essence de térébenthine c'est pas pour la figurine parce que ça brille trop, etc. Du coup, ils se limitent déjà leur champ d'expérience et de voir ce que ça fait. Moi je vais le faire. Puis qu'est-ce que c'était ça? Je fais tomber quelque chose mais je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui est tombé mais aucune idée. Je suis en train de peindre, il y a quelque chose qui est tombé mais je sais pas du tout ce qui est tombé. Bon, c'est pas grave. Je disais quoi? Oui, je disais que j'allais le tester parce que j'ai vraiment envie d'essayer, on sait jamais. Et puis je l'ai en fait, je l'ai pour mes toiles, donc je vais... Si quelqu'un m'avait dit ça marche et qu'il fallait que j'achète exprès pour la figurine, je l'aurais peut-être pas fait quoi. Parce que j'ai déjà des méthodes qui fonctionnent. Mais là c'est l'occasion qui fait le larron quoi, je l'ai, donc je vais tester.
c'est comme le lichen, quoi. Je l'avais pour mes toiles et du coup ben, je me suis dit bah, allez, on tente, on verra bien. Vous avez vu que je fonds en fait directement avec le même pinceau sur la figurine. J'ai pas un pinceau pour fondre et un pinceau. Je fais comme ça déjà aussi sur la toile, donc c'est-à-dire que je dépose la peinture et puis après je fonds tout autour et ça fonctionne. Alors continuons. Après, je risque d'avoir des surprises quand ça va sécher, hein, ça c'est sûr. Parce que là, je vois absolument rien. Alors, j'ai souvent discuté avec des peintres qui ne peignent qu'à l'huile, et ils ont le même problème, quoi. L'avantage d'une toile, c'est que ben, elle bouge pas, donc elle est droite et c'est de la 2 dimensions, donc il y a moins de reflets. Mais là, ça ne fait que bouger. Alors là, j'essuie parce que j'ai touché le gant avec un gris foncé de tout à l'heure. Je suis en train de le voir là. Donc comme c'est sec, comme le gant est sec, ben, j'en profite pour essuyer. Ça devrait aller jusqu'à la prochaine séance où je vais... De toute manière, je ferai un tour de vérification avant la fin de la séance pour voir si j'ai pas oublié un endroit à nettoyer. Si j'ai touché une partie peinte de la dernière fois. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de tourner régulièrement et de ne pas se focaliser que sur un seul endroit. Ce qui permet, en force de tourner, de voir certaines parties qu'on ne voyait pas d'un certain angle. Et surtout d'avoir toujours la tête fraîche et pas trop dans la tête dans le guidon parce qu'on est toujours sur la même partie, etc. Donc c'est intéressant de faire comme ça, de procéder comme ça. Donc finalement, avec le blanc de zinc, on revient à la valeur tonale du départ, mais on a du coup plus de nuances et un manteau qui est plus propre que ce que l'on avait fait au départ en début de séance, puisqu'il n'y avait rien en fait, il y avait juste des jus qui avaient été balancés par-ci par-là et aléatoirement. Et voilà. Donc maintenant, je vais continuer à monter. Je vais intégrer un peu de cette couleur là pour avoir une teinte différente. Alors j'ai plus de blanc de zinc, je risque de basculer. Alors je mets un peu de lichen parce que je trouve que la peinture toute seule elle est un peu, elle accroche un peu, donc voilà, je la rends un peu plus molle et douce. Je risque à un moment donné de basculer sur le blanc de titane. On va voir. Je ne sais pas encore. Alors est-ce que je pourrais commencer? Oui, on va commencer ici.
qui est intéressant, c'est que si on va trop dans le... Si on se rend compte une fois que ça sèche qu'on est trop clair en termes de valeur tonale, que c'est pas super propre, soit on fait des rattrapages en fondant dans le sec avec des couleurs plus sombres dans les ombres, soit on passe... On verra en fait, soit on passera un... Comment on appelle ça? Un petit jus pour ombrer à nouveau, sur le sec bien sûr, et puis retravailler avec une teinte plus claire pour raviver certaines lumières, c'est tout, certains coins. Ça peut être sympa. Tout dépendra du rendu global une fois sec. Donc là pour l'instant je ne peux pas vous dire, je vous donne les deux possibilités, ou il doit y en avoir d'autres, hein. Les deux possibilités que j'entrevois et dans lesquelles je maîtrise. Mais pour l'instant je ne sais absolument pas laquelle je ferai si ça se produit. On verra ça le mois prochain. Là vous voyez, je commence à éclaircir vraiment les petits plis pour qu'il y ait un petit peu de variation. C'est intéressant de faire les angles, les arêtes en fait. Ça dessine vraiment la redingote. Après on peut le faire aussi une fois que c'est sec aussi. Si on n'a pas très confiance à le faire là comme ça, on peut aussi le faire une fois que tout est sec. Là c'est une grande surface. Alors je vais prendre un pinceau comme ça là, et je viens tapoter. Bon, il est propre hein, pour vraiment permettre de fondre plus joliment, parce que là j'arrive pas avec juste ce pinceau là. Quand c'est des petites zones et des plis, oui ça va, mais sur des grandes zones c'est un peu délicat.
Donc j'utilise un grand pinceau pour fondre. Je m'adapte en fait. C'est pas parce que j'ai dit que je ne fondais pas avec un pinceau sec que ça y est, je retouche la caméra. C'est pas parce que je dis ça que je ne le fais pas. Je le fais en fonction. Je sais que j'ai cet outil-là, je peux le faire. J'ai cette option-là et puis je la fais quand je vois que j'ai pas le choix ou que c'est mieux adapté. Je me force pas parce que j'ai dit que je le faisais pas, quoi. Toutes les techniques, toutes les recettes, tous les schémas, les trucs, tout ça, ce sont juste des outils et qu'on se sert ou pas en fonction de la situation. Donc ne prenez pas pour argent comptant chaque truc que quelqu'un dit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Vous savez que c'est un outil, puis vous en servez ou pas, ou en fonction. J'avais un poil sur le pinceau. Je peins vraiment à l'aveuglette. Et comme pour les besoins de la vidéo, mes lumières sont vraiment proches. Et donc ça brille encore plus qu'à l'accoutumée. Je deviens un peintre tout-terrain pour la figurine. Je crois que j'ai jamais peint en 16 ans de figurine, en 17 ans maintenant. Je crois que j'ai jamais peint dans des aussi mauvaises conditions que depuis que j'ai fait le Patreon. Et les vidéos YouTube. Je commence à comprendre la difficulté que c'est pour ceux qui font des vidéos depuis plus longtemps que moi. C'est vraiment pas facile. Parce que je peux pas tourner la figurine dans le sens que je veux, je peux pas reculer la lumière. Je peux pas faire ça. Si je fais ça, vous allez avoir des variations dans les vidéos tout le temps et déjà que je sors du cadre, là je vais carrément me mettre à peindre de façon à ce que vous voyez pas ce que je fais. Donc je dois garder un certain angle pour que vous voyez. Du coup, là par contre c'est sûr que c'est mon expérience qui joue. Et après parfois j'ai des mauvaises surprises. Une fois que c'est sec ou quand j'ai fini de filmer. Des fois quand j'ai fini de filmer, je mets la figurine dans une position autre, comme si j'étais sans vous en fait, sans les caméras, sans rien. Et là je vois les défauts de certains coups de mes pinceaux que j'ai pas pu voir pendant la vidéo et que c'est flagrant, quoi. Donc, mais je les recorrige pas, je les laisse, c'est pas grave. Ou alors je les corrige à la vidéo suivante. Mais non, en principe je les laisse. Ça fait partie du charme. Bon, en tout cas, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est faites des grilles colorées et amusez-vous. J'ai d'ailleurs dans la tribu de Dana sur Facebook, je sais plus qui c'est qui a fait ça,
crois que c'est... je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus qui a posté. Mais je crois que c'est Bruno qui fait un buste de Napoléon, et justement il a fait la redingote et il a fait un gris, et justement j'ai dit je trouve que ton gris est très beau, très coloré, et il a dit qu'il avait suivi ce principe-là justement de ne pas mettre de noir. Et, voilà, donc je trouve que c'est... je trouvais son gris très très beau. Bravo à lui. N'hésitez pas à poster sur la tribu de Dana. Ça commence à prendre vie avec vos échanges, vos trucs, vos photos, et je trouve que c'est sympa. Merci à vous. Et ça me permet aussi de voir où vous en êtes en peinture. Ça me permet de pouvoir orienter mes vidéos, et surtout ça me donne des idées pour préparer des vidéos de petites causeries, pour vous donner des petites astuces comme ça, hors pinceau et peinture. Des petites réflexions, des petites idées. D'autres vidéos vont venir d'ici quelques temps, que je mets tout en place. En parallèle, j'ai beaucoup de commandes de tableaux, de peinture de tableaux. Je suis content, mais je m'attendais pas là depuis un peu plus d'un mois là, ça n'arrête pas. Je reçois des mails, des messages, les gens m'appellent, ou des voisins de mon village qui me commandent des tableaux. Donc là pour l'instant je dois avoir une quinzaine de tableaux en cours simultanément. Et je vais pas me plaindre parce que vraiment j'adore, je fais des trucs là en ce moment. Je ne pensais pas du tout m'attaquer à ça, et c'est leur projet, leur idée qui m'ont donné, qui me permettent d'explorer des peintures que je n'aurais peut-être pas abordées sans eux, comme notamment quelqu'un qui me demande un héros de manga, parce qu'il m'a vu peindre des personnages de Mario Bros, des petites toiles de Mario Bros pour mon fils, et du coup on m'a commandé un héros alors il s'appelle Nonorao Zoro, je sais plus comment, Roronao Zoro, je sais pas, je connais pas le personnage, je suis allé voir sur Google, et puis on a choisi l'image qu'il voulait, et allez, c'est parti. Sinon on m'a aussi demandé des taureaux de Camargue, donc un gros tableau. Donc j'en parle là parce qu'on fait de la peinture à l'huile et que c'est des tableaux à l'huile, et que là en ce moment je suis en train de faire du répétitif, donc ça sert à rien que je répète 10 fois la même chose. Donc j'ai le plaisir de vous parler d'un peu de mes projets qui est à côté. Donc là je fais donc un gros tableau, le plus gros pour l'instant que j'ai eu à faire, qui fait 100 cm sur 73, qui est un taureau avec des effets qui sortent, enfin, il y a des effets, et du coup j'ai un membre du Patreon avec qui on est en pourparlers pour un tableau pareil, de la même taille, mais un sujet totalement différent, quasiment noir et blanc, et avec juste très peu de couleurs pour accentuer le côté valeur tonale, et donc le sujet qu'il aurait choisi, bon, on l'a pas encore confirmé à 100%, mais
ça me plaît parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et ensuite, c'est reproduire, partir sur l'idée. L'idée, elle vient d'un peintre qui fait ça à l'aérographe et à l'acrylique. Et moi, je vais le faire à l'huile. Donc, c'est un challenge, mais je sais que j'y arriverai parce que la technique, enfin, le résultat final est largement faisable au pinceau. Et en plus, ça aura un rendu légèrement différent. Donc voilà mes projets pour l'instant. Puis d'autres en cours. Là, j'ai des nouveaux portraits. Je sais pas ceux qui ont vu sur Facebook. J'ai un portrait d'un viking là, qui est en train de hurler, qui rien qu'en ébauche a déjà suscité des commentaires intéressants. J'ai pas montré encore la photo, mais je suis en train de faire un autre portrait napoléonien. Je l'ai alors pour l'instant l'ébauche elle est on dirait une ébauche de vieilles peintures de Rembrandt, etc. quoi. Alors c'est intéressant parce que c'est pas du tout la même époque, mais c'est deux cultures qui se... C'est comme si Rembrandt était peigné pendant l'époque de Napoléon et qu'il aurait peint des grognards et des grenadiers, etc. Et donc du coup, en faisant mon ébauche, ça m'a donné cette direction-là. Non, je vais voir ce que ça va donner. Et ça fait un peu presque comme du Caravaggio, il y aura du clair-obscur, etc. On va voir un petit peu. Toujours dans l'expérimentation en fait. Bon là, voilà, je monte petit à petit. Je veux pas trop monter parce que je veux pas sortir de la valeur grise, de la valeur tonale en fait. Donc pour l'instant, mais le fait que ça brille, on voit pas où j'ai mis les lumières, etc. Donc ce qu'il me faudrait faire, c'est peut-être attendre que ça sèche et reprendre une prochaine fois. Parce que là, je ne sais pas du tout, mais ça m'a l'air pas mal. Sauf qu'on ne va pas pouvoir le faire. On va pas pouvoir le finir en une seule fois. Donc on va le laisser comme ça pour cette fois-ci. Et puis je vais attendre que ça sèche, voir un peu ce que ça donne. Et on fera les corrections en vidéo bonus le mois prochain. Voilà, avec tout le reste. Ok. Ou peut-être que... Non, on va faire un truc, voilà, je vais profiter que j'ai de la peinture pour commencer le socle. On va en profiter. Alors, ça m'intéresse, cette couleur-là, marron, un peu marron. Je vais rajouter du rouge oxyde transparent et un peu de bleu. Voilà. Je vais fortement le diluer. Et on va le mettre en creux là déjà. On va préparer déjà le terrain pour la prochaine fois. Alors je tapote comme ça pour que le diluant rentre, pour que ça rentre un peu dans les creux,
interstice. Interstice. J'arrive plus là. Je sais pas quelle heure il est 11 h du soir. Pour l'instant, voilà, j'ai pris du blanc de titane et un peu de jaune. Je mets un peu de liquin et je viens brosser comme ça un peu aléatoirement parce que c'est trop dilué de toute manière et voilà, c'est pour donner de la variation. C'est pas important puisque on viendra le travailler la prochaine fois. Mais au moins, voilà. Ce qui est bien, c'est que de savoir que quand vous savez que vous avez terminé votre séance, que vous avez terminé, je sais pas moi, le manteau, le visage ou quoi que ce soit, ben avec ce qu'il y a sur la palette, de vous dire, ben tiens, je vais un peu préparer le terrain. Je peux même prendre du gris, de ce gris là, et en mettre par endroits. Parce qu'après, quand ça sera sec, on va repasser un jus marron pour entrer dans les creux, et ça va donner une homogénéité, mais en même temps il y a déjà plein de petites couleurs, un peu comme j'ai fait pour le décor du chercheur d'or pour ceux qui sont à l'acrylique, où j'ai commencé à mettre des couleurs un peu partout. Voilà, on peut prendre celui-là aussi. Voilà. Hop, voilà. Donc c'est bien parce que ça, c'est des rappels de ce qu'il y a sur la redingote. Voilà. Allez, hop. Ça devrait aller. C'est juste manière de le mettre en valeur tonale pour que le personnage ressorte. Bon, mais ça devrait le faire. Je pense que j'ai pas fait les yeux encore, j'ai pas fini. On fera ça la prochaine fois. Allez, portez-vous bien et sortez-moi vos plus beaux gris colorés possibles. On a fini une bonne fois pour toutes avec les gris ternes et sombres. Et n'hésitez pas à regarder sur internet, bon peut-être pas sur Paint and Putty parce qu'il y a beaucoup de bons peintres, mais dans les forums, etc., ou même sur Facebook, n'hésitez pas à regarder le gris des autres, comment ils le font. Et vous allez commencer à voir certains gris qui sont vraiment tristounettes et d'autres gris qui sont colorés. Et vous allez voir qui a compris comment colorer leur gris et qui n'a pas encore compris. Voilà, à très bientôt.